16 jours d'activisme pour briser le silence autour des violences basées sur le genre. Au Mali, les chiffres sont alarmants. Une réunion des ministres en charge de l'économie de l'Alliance des États du Sahel s'est tenue à Bamako ce week-end pour dégager des perspectives économiques. Un an après son enlèvement par le JNIM, le père Hans Joachim Lor a été libéré. Les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur TM1. Bienvenue aux informations. Les 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences basées sur le genre ont été lancés ce vendredi 25 novembre à Bamako. À cette occasion, des voix se sont levées pour une prise de conscience individuelle et collective, une mobilisation forte afin d'éradiquer ces violences. Mais existe-t-il une loi pour criminaliser les auteurs au Mali? Aminata Keïta nous édifie. Les violences à l'égard des femmes et des filles demeurent la violation des droits humains la plus répandue dans le monde. Selon ONU Femmes, environ 736 millions de femmes ont subi des violences physiques ou sexuelles de la part de leurs partenaires. Et plus de 86% de femmes et filles vivent dans des pays sans aucune protection juridique solide. Selon la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Dr Coulibaly Mariam Maïga, entre 2012 et 2022, il y a eu une croissance exponentielle des cas de VBG au Mali, avec plus de 14 264 cas recensés. De 2021 à 2022, les cas ont encore augmenté de 5 000, toujours selon la ministre. Si les victimes sont pour la plupart battues, blessées, violées, brûlées, amputées ou même tuées, parmi ces cas, le plus fréquent sont des violences conjugales. Au Mali, nous avons plusieurs mécanismes pour volet judiciaire, bien évidemment, pour remettre les victimes dans leurs droits. Nous avons le mécanisme judiciaire qui repose essentiellement sur la saisine de la justice à travers des plaintes, parce qu'il s'agit de violences, et ces violences ont une connotation pénale généralement. Et donc les plaintes, la saisine du parquet, soit par voie de citation directe, pour les crimes ou délits flagrants, nous avons également la possibilité de saisir la justice par des audiences, des comparutions immédiates ou des audiences de flagrant délit. Donc, nous avons toutes ces voies qui sont ouvertes et qui sont régies par le code pénal et le code de procédure pénale malien. Cependant, sur 100% des cas de VBG, 95 à 98% touchent les femmes et les filles. Mais il n'existe aucune loi sur les violences basées sur le genre ou les violences conjugales au Mali. Nous avons eu un avant-projet de loi qui a été fortement décrié, qui a été fortement débattu. Nous avons des pesanteurs sociales, religieuses, coutumières et traditionnelles qui font entorse à l'adoption d'une loi spécifique contre les violences. Nous avons également certains qui disent que pourquoi une loi spécifique contre les violences faites aux femmes alors que les hommes également sont victimes de violences. Le code pénal, le nouveau code pénal, en tout cas, dont nous attendons fortement sa mise en œuvre, répond en partie à ce besoin, à ce vide juridique, à ce vide législatif en matière de répression de certaines violences. À noter que la campagne des 16 jours d'activisme sur les violences basées sur le genre a été lancée hier dimanche 25 novembre et se tiendra jusqu'au 10 décembre prochain qui marque la Journée internationale des droits de l'homme. Les promoteurs d'écoles privées en arrêt de travail depuis le 6 novembre ont décidé samedi dernier d'observer une trêve d'1 mois à compter de ce lundi 27 novembre. Soumaïla Fani. Après 3 semaines d'arrêt de travail, au niveau de l'enseignement secondaire général, technique et professionnel privé, les promoteurs de ces établissements ont décidé d'observer une trêve d'1 mois à compter de ce lundi. Elle intervient à la suite des négociations menées entre leurs différentes associations et le gouvernement. Après beaucoup d'échanges, les camarades ont estimé qu'à travers l'intervention des autres acteurs du système éducatif malien et l'engagement donné par le ministre, qu'on peut accorder quand même un sursis à la tutelle. Donc aller à la trêve pendant 1 mois et voir ce que ça va donner. Nous avons jugé opportun de suspendre et de donner la place à la négociation. Les autorités ont fait des efforts
Mais ces efforts sont en train de traduire au niveau du circuit financier. Et nous avons commencé ce matin également à parler avec nos enseignants, à parler avec tous nos personnels pour qu'ils comprennent et que chacun se mette au-dessus de ces difficultés et prendre le Mali au-dessus de nous-mêmes. Voilà la raison pour laquelle nous avons accepté et nous avons ouvert ce matin. Réclamant le paiement intégral et sans condition sur toute l'étendue du territoire des frais scolaires et demi-bourses de l'année scolaire 2022-2023, les promoteurs y retiennent tout de même qu'aucune assurance n'a été donnée ni pour le paiement dans un délai raisonnable, ni pour le paiement sans condition de ces frais. Le traitement des dossiers se poursuit, que ce soit à l'intérieur. À Bamako, ça a été la semaine dernière, il y a eu des avancées à Bamako. Ces avancées concernent les établissements qui ont accepté de déposer des quitus. Or, nous sommes très clairs, nous sommes très précis dans cette histoire. Nous avons dit paiement des frais scolaires et des demi-bourses sans condition. Si le problème de quitus doit être la condition sine qua non pour être payé, ça veut dire que les promoteurs qui n'ont pas déposé le quitus ne seront pas concernés par ça. Mais c'est le temps qui nous permettra quand même de nous prononcer sur cette situation. Sinon, à la date d'aujourd'hui, sur les 700 et quelques établissements de Bamako, il n'y a pas un seul établissement qui a été payé de nos jours. Cette reprise des cours est fort appréciée par les parents d'élèves qui commençaient à s'inquiéter pour l'avenir scolaire de leurs enfants. Je suis très content. Nous félicitons d'ailleurs la Fédération des écoles privées du Mali pour ce acte de patriotisme qu'ils viennent de faire. Nous les saluons très bien. Mais tout en invitant le gouvernement de prendre les dispositions pour que cela ne se recommence plus, que la solution soit définitive, soit trouvée à ce problème-là, pour que le programme puisse être rattrapé, parce que même un jour d'absence, ça joue sur le programme. Ces promoteurs rassurent les élèves et leurs parents que des cours de rattrapage seront organisés afin de rattraper les heures perdues durant ces 3 semaines de grève. La réunion ministérielle des pays membres de l'Alliance des États du Sahel s'est tenue du 23 au 25 novembre à Bamako. À l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées, dont la création d'une zone monétaire et économique. Les conclusions de la rencontre avec Assetoumani Koulibaly. Les membres de l'Alliance des États du Sahel souhaitent accélérer la mise en œuvre de leur organisation, créée le 16 septembre 2023 dernier. L'objectif était d'échanger et de créer une synergie d'action entre les pays membres pour accélérer le processus d'intégration économique et financière, les échanges commerciaux et la sécurité alimentaire au sein de l'Alliance. Ceci, afin d'évaluer les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces auxquelles l'Alliance est confrontée. 63 ans après leur accession à la souveraineté internationale, nos pays sont toujours à la recherche d'une véritable indépendance. Dans ce contexte, en tant que leader, le choix qui se présente à nous est très clair. Engager des actions vigoureuses tendant à briser les chaînes de la dépendance ou périr. Nous sommes convaincus que la création de l'AES nous permettra d'atteindre cet objectif de souveraineté. À l'instar de plusieurs points soulignés sur le plan énergétique, alors que le Mali connaît un problème de délestage important, les ministres ont relevé que le taux d'accès à l'électricité dans les 3 pays restait particulièrement faible, avant de préconiser la nécessité de mutualiser les moyens financiers à investir massivement dans le secteur énergétique afin d'assurer une meilleure autonomie aux populations. Des mots qui reposent sur l'esprit de fraternité, de solidarité agissante et de plein exercice de la souveraineté qui sont les fondements de l'Alliance des États du Sahel. Il faut une conscientisation, qu'aucune partie de nos populations ne se sente exclue de ce processus. Du nord, du sud, du centre. Il convient de rappeler que c'est pour toutes ces raisons que le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé d'unir leurs efforts afin de faire face à l'ensemble des défis auxquels ils font face, principalement les défis sécuritaires. Convaincus que seule une action commune est à mesure de relever les innombrables défis et convoitises auxquels ils font face. La rencontre
a aussi demandé la création d'un fonds de stabilisation et d'une banque d'investissement de l'AES et la création d'un comité technique de suivi de la mise en œuvre des recommandations de la réunion ministérielle. Pour rappel, c'est en septembre dernier que les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont décidé d'instituer l'Alliance des États du Sahel pour œuvrer à la sécurisation, à la promotion de l'indépendance économique et à l'intégrité de l'espace du Liptako-Gourma. Et ce lundi 27 novembre 2023, au ministère des Affaires étrangères, s'est déroulée la cérémonie d'ouverture de la réunion des experts en prélude à la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des pays du Sahel prévue pour le jeudi 30 novembre prochain. Le prêtre catholique de nationalité allemande, le père Hans Joachim Lohr, enlevé en novembre 2022 à Bamako après plus d'un an de captivité, a été libéré hier dimanche 26 novembre 2023. Diane Bassamaki. Le prêtre Hans Joachim Lohr, enlevé le 20 novembre 2022, a été libéré hier dimanche. De nationalité allemande, ce prêtre de 65 ans était dans les cercles du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, JINIM. L'homme de Dieu avait disparu à Bamako, soit en pleine capitale malienne, alors qu'il s'apprêtait à se rendre à une célébration dominicale. Les prêches du père allemand sur la nécessaire vie en symbiose entre foi religieuse, singulièrement entre les personnes de confession religieuse chrétienne et celles de confession religieuse musulmane, ont-ils touché les cœurs de ses ravisseurs? A-t-il été libéré grâce à un miracle? Qu'est-ce qui a été mené comme négociation et qui en sont les auteurs? Ou alors les ravisseurs ont-ils perçu une rançon et si oui, de la part de qui? Autant d'interrogations qui, pour l'instant, demeurent sans réponse. Surnommé Ayo, le prêtre est membre de la Société des missionnaires d'Afrique, dit Père Blanc. Il vivait au Mali depuis une trentaine d'années. Il enseignait également dans la capitale malienne à l'Institut de formation islamo-chrétienne, avant son enlèvement. Selon des informations, hier, il s'est envolé en Allemagne. Pour un rappel, l'ancien député de Koutchala, Abdou Agouzer Maïga, a été enlevé le 23 avril 2023 par un groupe d'hommes armés à bord d'un pick-up dans sa mosquée à Koutchala. Dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux ces derniers temps où apparaissent Abdou Agouzer Maïga, Oumar Diakité, un caporal de l'armée malienne arrêté par les JINIM le 18 mars 2023, entre Kuala et Nara, et Abdoulaye Kanté, agent des eaux et forêts enlevé à Kita lors d'une attaque. Ces personnes enlevées rassurent sur leur état de santé et appellent à leur libération. Le 7 novembre dernier, la voiture d'un groupe de journalistes a été attaquée entre Gao et Ansongo, ce qui a conduit à leur enlèvement. Parmi eux, on peut citer les journalistes des radios Coton, Salek Agjidou et Mustapha Kone. La famille de la presse a déploré la mort de l'un d'entre eux. Il s'agit notamment du journaliste des radios Nata, Abdul Aziz Djibrila. Les motifs de ces kidnappings vont de la demande des rançons à l'acte de représailles, en passant par la volonté de marchandage. Un acte vu par beaucoup d'observateurs comme voie du financement du terrorisme. Actualité hors de nos frontières. Des individus ont tenté de forcer une armurerie militaire dimanche matin à Freetown, mais ont été repoussés selon un communiqué du gouvernement sierra-léonais qui a annoncé un couvre-feu national immédiat dans tout le pays jusqu'à nouvel ordre. Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a quant à lui assuré dimanche soir à la télévision nationale que les forces de sécurité avaient arrêté la plupart des chefs de ce qu'il a présenté comme une tentative de déstabilisation de l'État et que le calme était rétabli dans la capitale Freetown. En sport, le milieu de terrain Cheikh Doucouré s'est gravement blessé ce week-end avec son club Crystal Palace alors qu'on est à moins de 2 mois de la Coupe d'Afrique des Nations. Assetoumani Koulibaly. Une blessure qui risque d'être plus que dure pour le sélectionneur Eric Sekouchel, qui s'enthousiasmait surtout de bénéficier de l'un des meilleurs milieux de terrain. Cheikh Doucouré, l'international malien évoluant au Crystal Palace, souffre de blessures musculaires. Lors du match de son club contre Luton Town, le milieu de terrain a subi une blessure au tendon d'Achille, un choc qui n'est pas de courte durée. Selon son entraîneur Roy Hodgson, cette blessure risque notamment de priver le joueur de compétition pendant les 6 prochains mois. Une absence qui intervient à moins de 2 mois de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023.
Cheikh Doucouré ne sera donc pas présent à ces grands rendez-vous sportifs après avoir été titularisé à plusieurs reprises lors de ses dernières sorties avec la sélection malienne. Il n'est cependant pas le seul. Ibrahima Koné, lui aussi est out pour la CAN pour cause de blessure. Le 13 octobre 2023, lors du match amical entre le Mali et l'Ouganda, le joueur a été victime d'une luxation et d'une fracture de la malléole interne du tibia droit. Le défenseur avait alors été immédiatement évacué en Espagne où il a été opéré. Pour des journalistes, ces absences sont inquiétantes à 2 mois de la CAN. 2 forfaits auxquels le sélectionneur Éric Sékouchel devra faire face afin de relever le défi. Toujours en sport, ce dimanche 26 novembre, au compte de la Coupe CAF, pour son premier match, le Stade malien a tiré son épingle du jeu en battant les Diables Noirs du Congo-Brazzaville au stade Alphonse Massamba Deba. Les Blancs de Bamako l'ont emporté sur un score de 3-1, commençant alors cette compétition en beauté. À rappeler que pour la deuxième journée de cette phase de poule, le Stade malien sera aux prises le dimanche 3 décembre 2023 au stade du 26 mars à la Renaissance sportive de Berkane. C'est avec cette page sportive que se referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir à tous.